Sans être déclaré officiellement candidat, il reste l'ombre qui plane au-dessus de cette campagne électorale de 2022, en particulier au-dessus des candidats de droite. Pour le moment, il vient vendre son livre qui n'est pas un livre programmatique, mais qui continue d'exprimer toute sa pensée. Éric Zemmour, donc, il était ce matin l'invité d'RMC et de BFM TV face à Jean-Jacques Bourdin. Il a exprimé une idée, renvoyer 2 millions d'étrangers qui sont actuellement en France. Au bout de 5 ans de mandat d'Emmanuel Macron, on aura en plus 2 millions d'étrangers de plus venus pour la plupart du Maghreb et d'Afrique noire. Je pense qu'il faut arrêter cette folie. Et qu'au contraire, il faut, dans les 5 ans qui viennent, diminuer de 2 millions, par exemple. On pourrait envisager, effectivement, le départ ou la non-arrivée de beaucoup de gens. C'est ça qu'il faut inverser. Voilà, alors il n'est pas candidat, Amandine Atalaya, Laurent Neumann, mais il fait des propositions. Il part du principe qu'il y a eu 2 millions d'étrangers supplémentaires sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, venus pour la plupart du Maghreb et d'Afrique noire, et donc il faut arrêter cette folie, je reprends son expression, et inverser la tendance et renvoyer 2 millions d'étrangers. Alors les chiffres sont-ils exacts? Surtout, cette proposition choc est-elle crédible? C'est pour faire parler, pour qu'on en débatte derrière? Oui, bien sûr, c'est pour qu'on en débatte derrière. Et puis ça va avec toutes ces théories que développe Éric Zemmour, non seulement du grand remplacement qui a lieu en France selon lui, et puis du coup de la remigration qu'il faudrait ensuite faire, c'est-à-dire le retour forcé ou non des immigrés non européens vers leur pays d'origine. Comment? C'est là où Éric Zemmour, encore une fois, est très flou et ne précise pas la façon dont il compte s'y prendre. C'est-à-dire qu'il est toujours dans une incantation, mais qui n'est pas suivie pour le moment de mesures précises qui seraient développées. Donc on reste dans un grand flou, encore une fois, ce matin. En tout cas, il assume avoir une obsession. Hein. Jean-Jacques Bourdin l'a questionné sur cette obsession. Il dit oui, j'ai une obsession, effectivement. Ce sont ces étrangers trop nombreux sur notre territoire. D'ailleurs, il a même fait référence à la racine étymologique du mot obsession qui signifierait assiéger. Et il dit oui, je suis assiégé, la France est assiégée, et donc il faut absolument régler ce problème qu'il met au centre de toutes ses préoccupations. Il y a quand même un petit problème sur les chiffres qu'avance Éric Zemmour. Comment il arrive à 2 millions? En fait, il part des chiffres de 2019. Il y a eu effectivement 277 000 titres de séjour distribués en France, auxquels il ajoute 130 000 à peu près demandes d'asile. Alors, l'addition des chiffres, d'abord, il prend l'année qui était la plus haute. L'année d'après 2020, pour cause de Covid, les chiffres étaient beaucoup plus bas. Mais les années d'avant, les chiffres étaient aussi plus bas. Et donc, même en additionnant les 5 années du quinquennat d'Emmanuel Macron et en gardant le calcul d'Éric Zemmour, on n'arriverait pas à 2 millions. Mais surtout, il y a une faiblesse dans son raisonnement, c'est qu'il ne tient pas compte du solde. Or, dans ces 277 000 titres de séjour, il y a 90 000 étudiants étrangers chaque année. Mais la plupart d'entre eux, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans d'études en France, repartent dans leur pays. Et donc, le nombre de ceux qui restent plus longtemps, voire définitivement sur le territoire, est très faible. De la même manière, j'ai les chiffres sous les yeux. 2019, gardons la même année qu'Éric Zemmour, 40 000 migrants pour des raisons économiques. C'est-à-dire ce sont des entreprises qui appellent telle ou telle personne de l'étranger pour venir occuper un poste fléché qui lui est dédié. Mais la plupart de ces étrangers viennent pour des missions temporaires et repartent. Donc en réalité, une grande partie de ces titres de séjour, il faut compter ceux qui arrivent, mais il faut aussi compter ceux qui repartent. Il y a un problème avec l'immigration en France. Il est très clair et tout le monde le connaît. Il y a 130 000 demandes d'asile, il y en a environ 35% qui sont acceptées et 90% de ceux qui devraient retourner de là où ils viennent n'y retournent pas pour une raison qui est très simple et à laquelle Éric Zemmour ou d'ailleurs de façon générale la droite, l'extrême droite ne répondent pas, c'est qu'il faut passer des accords bilatéraux avec les pays d'origine. C'est comme ça par exemple que l'Espagne a résolu la question de l'immigration en provenance du Sénégal. Ils ont passé un accord bilatéral avec le Sénégal. Il faut passer un accord avec chacun des pays. Or j'ai regardé l'année dernière les pays de provenance essentielle de l'immigration dite d'asile, demandeurs d'asile, c'est le Pakistan, le Bangladesh, des pays avec lesquels, ou l'Afghanistan, des pays avec lesquels il est extrêmement difficile de passer un accord bilatéral. Et ça, Éric Zemmour, Amandine a raison, il ne dit pas comment on fait. Oui, mais il arrive finalement à placer son obsession au cœur finalement du débat politique, puisqu'il oblige notamment les candidats de la droite à faire aussi des propositions choc. On entend même
le modéré Michel Barnier dire qu'aujourd'hui la France doit récupérer sa souveraineté en matière d'immigration, quitte à sortir des traités européens. Et c'est Michel Barnier qui le dit. Oui. D'autres proposent un référendum, comme Xavier Bertrand, sur l'immigration, avec des quotas qui seraient fixés chaque année par le Parlement. Donc on voit bien en poussant peut-être le curseur un peu trop loin, il oblige quand même tout le monde à se prononcer là-dessus. Oui, et pour l'instant, la droite a fait une surenchère de propositions pour être plus durs les uns que les autres. Vous citiez Michel Barnier qui se contredit sur notamment les traités européens en proposant aujourd'hui un moratoire sur l'immigration pour quelques années. Mais il y a aussi Éric Ciotti, par exemple, qui parle de submersion migratoire, ou bien Valérie Pécresse qui multiplie les propos extrêmement durs aussi à ce sujet. Donc oui, pour le moment, Éric Zemmour a une influence sur ce début de campagne. Néanmoins, est-ce qu'on est sur de la curiosité pour le moment ou de l'intérêt de la part de ces Français? Il est quand même crédité de 8 à 10%, alors 8% chez LA, d'intention de vote, mais après on connaît la... C'est quand même déjà plus que les candidats de gauche. C'est même un très gros score aujourd'hui. Après, on sait que les sondages se sont parfois trompés assez sévèrement plusieurs mois avant, et donc prenons tout cela avec prudence. Donc est-ce que c'est une forme de curiosité aujourd'hui de la part des Français ou de réelles intentions de vote? Ça restera à déterminer. En tout cas, ça ne va pas pouvoir tenir comme ça pendant des jours et des semaines, le fait qu'Éric Zemmour ne veuille parler que d'immigration, parce que quand Jean-Jacques Bourdin ce matin essaie de lui parler aussi du pouvoir d'achat ou de la vie quotidienne des Français, il refuse tout simplement de répondre pour le moment. Donc ça fait pour l'instant de lui un candidat potentiel qui est quand même un peu hors sol et décalé. Exactement. C'est là l'ambiguïté. C'est-à-dire, attendez, c'est pas dans mon livre. C'est cette ambiguïté pour le moment. Mais justement, il ne faut pas que les candidats tombent dans le piège. Parce qu'après tout, s'il n'est pas encore candidat et qu'il ne vient parler que de son livre, pourquoi est-ce que les candidats qui eux sont déclarés se sentiraient obligés de lui répondre, Laurent Neumann? Alors, si l'élection présidentielle, c'était les Jeux Olympiques, on serait dans la séquence des éliminatoires. On est en train de désigner les candidats, pas le futur président, les candidats. Et donc, quand on veut être candidat à l'élection présidentielle, il faut parler à son propre camp, et donc à son noyau dur. Et c'est un fait, le noyau dur de l'électorat de droite est très focalisé sur ces questions d'immigration et de sécurité. Donc, tous les candidats de la droite, j'allais dire modérée, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, à la droite la plus dure, Marine Le Pen, Éric Zemmour, tous ne parlent que de ça. Et puis il y a un deuxième élément quand même qui me paraît très important, c'est que toutes les enquêtes d'opinion montrent que l'opinion publique a basculé à droite et s'intéresse réellement à ces sujets-là. Alors il y a d'autres sujets de prédilection, le pouvoir d'achat, Amandine l'a dit, le social, l'environnement, etc. Mais l'immigration et la sécurité, c'est un sujet. Pas sûr que l'électeur, enfin celui qui pourrait voter Éric Zemmour, se soucie beaucoup des questions d'environnement pour le moment. C'est vrai. Il y a quand même un autre sujet qu'il a bien voulu aborder avec Jean-Jacques Bourdin, c'est celui de la peine de mort. Je ne pense pas qu'on ait bien fait d'abolir la peine de mort. Maintenant, vous êtes favorable à la peine de mort, donc. Philosophiquement, oui. Maintenant, vous savez, une majorité de Français est favorable à la peine de mort, encore aujourd'hui. On l'a aboli alors qu'une énorme majorité des Français était pour la peine de mort. Je pense d'ailleurs que, vous savez, quand on va exécuter les terroristes du Bataclan en Syrie sous ordre de François Hollande, on a rétabli la peine de mort. Donc on le fait sans le dire. Maintenant, c'était un symbole, la peine de mort. C'était, vous savez, le sommet de la hiérarchie des peines. Mais... si vous voulez, c'est pas d'après moi quelque chose qu'on va faire tout de suite. Il y a d'autres priorités. Voilà, 40 ans après l'abolition de la peine de mort, Éric Zemmour estime qu'aujourd'hui les Français sont majoritairement favorables. Alors on a regardé les derniers sondages, c'est pas aussi évident que ça, c'est plutôt du 50-50. Voilà. Oui, c'est du 50-50. Ils étaient très favorables lorsque François Mitterrand a décidé d'abolir la peine de mort il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus partagé. Oui, donc reprenons les chiffres parce que ce sera plus précis que les estimations d'Éric Zemmour. Il a raison sur le fait qu'en 1981, il y avait une grande majorité de Français qui étaient favorables au maintien de la peine de mort, en l'occurrence 63% des Français. Aujourd'hui, ça vient d'évoluer parce qu'il y a eu un sondage Ipsos en 2020 pour Le Monde qui montrait que 55% des Français étaient favorables au retour de la peine de mort. Et puis cette année, le même sondage dit 50-50, donc on n'est plus sur une majorité. Néanmoins, c'est très important, 50-50, et c'est là-dessus que surfe Éric Zemmour avec sa proposition ce matin, pas sa proposition, son souhait philosophique, qui n'a, cela dit, rien de nouveau, parce qu'il l'avait déjà dit à maintes et maintes reprises, mais il montre bien là qu'il est quand même dans une forme de radicalité qui est assumée et qu'il va encore une fois plus loin que Marine Le Pen, qui elle était favorable à la peine de mort jusqu'en 2017 et puis qu'il a sorti de son programme pour maintenant parler uniquement de la perpétuité réelle. Oui, il cite François Hollande. Il dit quand François Hollande finalement donne l'ordre d'exécuter tel ou tel terroriste
sur un théâtre d'opération militaire, eh bien, finalement, on a rétabli la peine de mort. Là. Alors, pour ceux qui nous regardent, il faut expliquer peut-être à quoi Éric Zemmour fait référence. Il fait référence au livre de Davet et l'homme. Vous vous souvenez, un président ne devrait pas dire ça. Livre dans lequel, au terme de conversations à bâton rompu avec les auteurs, François Hollande disait qu'effectivement, les moments les plus durs de sa présidence, c'était les moments où il avait dû donner son accord pour ce que, en termes de renseignement extérieur, on appelle des opérations homo, des opérations ad hominem, pour donner son feu vert aux soldats pour aller effectivement neutraliser, c'est le terme qu'on emploie, neutraliser une cible. Mais on est en situation de guerre. La peine de mort n'a rien de comparable avec ça. La peine de mort, il l'a dit, Éric Zemmour, était au sommet de la hiérarchie des peines judiciaires. Donc quand on décidait la peine de mort avant 81, c'était à l'issue d'un procès, donc dans le cadre de l'état de droit. Là, en l'occurrence, comparé avec des opérations militaires décidées par le chef de l'État, on n'est pas du tout sur le même plan. Mais ce qui veut dire que si jamais d'aventure, il est candidat, si jamais il est élu président, est-ce qu'un président français peut rétablir la peine de mort ou pas? Alors, il faudrait changer la Constitution, il faudrait renier la signature de la France de très nombreux traités européens et internationaux, mais pourquoi pas au terme d'un référendum? D'ailleurs, quand vous lisez Éric Zemmour, il ne cesse, page après page, chronique après chronique, intervention après intervention, de dire il faut que la France récupère sa souveraineté dans tous les domaines. On vient d'en parler, par exemple en matière d'immigration, comme pour la peine de mort, il faudrait renoncer, notamment en matière de droit d'asile, à des traités que la France a signés, où elle a engagé sa parole. Pour Éric Zemmour, c'est pas un souci. Et ce qui compte, c'est d'être plus à droite que tous les autres, y compris Marine Le Pen, dans ses propositions. Oui, bien sûr, puisqu'on a vu dans les sondages hier de Bernard Sananès à quel point il faisait du mal à Marine Le Pen pour l'instant. C'est-à-dire que sans Éric Zemmour au premier tour, elle est à 23% dans le sondage. Avec Éric Zemmour, elle est à 18%, elle perd 5 points. Donc pour l'instant, il pense avoir eu raison d'entamer une stratégie du gros rouge qui tâche, des mesures très violentes, et d'aller toujours un cran plus loin que Marine Le Pen. On verra sur le long terme si ça suffit à élargir, à séduire aussi un électorat notamment populaire, parce que Marine Le Pen reste toujours bien plus populaire que lui, notamment chez les ouvriers. Par ailleurs, il séduit pour l'instant des personnes âgées, c'est-à-dire qu'il est chez les plus de 65 ans très fort, dans le reste de l'électorat français pas fort, notamment chez les jeunes. Donc il devra quand même parler à un moment donné d'autres sujets pour réussir à séduire d'autres Français. Pour finir juste sur la peine de mort, Marine Le Pen, justement, elle dit, elle aussi, juste que c'est par un référendum d'initiative. Qu'est-ce qu'on va voter ? Ouais, c'est certain. Mais il faudrait que 500 000 Français s'en saisissent. Bon, c'est une proposition qu'elle fait pour elle aussi pouvoir rétablir, si les Français le souhaitent, la peine de mort. En conclusion, puisque Jean-Jacques Bourdin lui a posé la question, est-ce que vous serez candidat ? Il a dit, je ne dirai pas que je ne suis pas candidat, je ne dirai pas si je suis candidat. Donc il laisse le suspense se perpétuer. Vous y croyez quand il dit mais j'hésite vraiment parce que pour moi ça sera un changement de vie, je suis journaliste, je ne suis pas comme les autres programmé pour être candidat à l'élection présidentielle tous les 5 ans. Vous y croyez vraiment ? Bon, Olivier, je ne suis pas dans la tête d'Éric Zemmour. Moi, vous avez été convaincu par ce qu'il a dit à ce moment-là ? Mon sentiment, c'est qu'il va présenter sa candidature et que dans son esprit, il a tout intérêt à retarder le plus longtemps possible cette période d'ambiguïté où il est à la fois observateur et acteur, pré-candidat, une situation qui lui va très bien. La vérité, c'est que ça ne pourra pas durer longtemps. Ça ne pourra pas durer longtemps parce que déjà, dès ce week-end, vous allez voir des images d'un Éric Zemmour quasiment en meeting. Il va pour signer son livre à Toulon et à Nice, et quand il sera à Nice, il sera sans doute devant près de 2000 personnes, sur scène avec un micro, et ça ressemblera à s'y méprendre à un meeting, avec dans la salle d'ailleurs des gens absolument acquis à sa cause. Donc plus le temps va passer, plus cette période d'ambiguïté va être compliquée à maintenir, et moi je parierais qu'il annonce sa candidature sans doute au plus tard dans le mois qui vient. Amandine ? Pareil, je pense que maintenant ça sera quelque chose de très rapide, et pour le moment il s'amuse bien parce qu'il dit lui-même qu'il est en train de tirer les ficelles de façon parfaitement confortable dans cette ambiguïté, et puis tant pis pour vous si j'ai rien à dire de plus, pour l'instant c'est moi qui en profite, et il ne cesse de grimper, il avait commencé entre 3 et 5, il est maintenant à 10 dans certains sondages, bon, pourquoi s'en priver ? Et comme c'est un grand lecteur du cardinal de Retz, il se souvient de ce qu'il disait, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens.